l'Université populaire de l'eau et du développement durable de m'inviter dans cette série de conférences. Donc, effectivement, la voiture, c'est devenu, en termes d'environnement en tout cas, un fléau. Ça fait partie de cette longue histoire des pollutions, donc je vais vous en parler un petit peu, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est, parce que c'était une des intentions avec François Jarriche quand on a commencé ce livre, c'était de rendre accessible au plus grand nombre une histoire globale des pollutions. Donc je vais vous parler de cette pollution, mais sur le long terme et sur de nombreux espaces en fait. Parce que le livre qu'on a écrit à l'âge industriel, en fait, on part du XVIe siècle et on arrive jusqu'à aujourd'hui et on regarde partout dans le monde. C'est-à-dire que nous, en tant qu'historiens, on a accès à beaucoup de littérature qui s'adresse essentiellement à la communauté des historiens et notamment de littérature étrangère, des articles en anglais, en allemand, en espagnol, etc. On y a accès, mais ce n'est pas le cas du plus grand nombre. Et il n'existe pas de livre, il n'existait pas de livre rassemblant tous ces éléments en un seul volume et de façon globale. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est interpréter et réinterpréter cette question des pollutions et de donner des grandes hiérarchies, les grands développements, les points de rupture et caractériser quelques régimes des pollutions. Et c'est-à-dire qu'on a dégagé 3 principaux régimes, peut-être un 4e avec la situation contemporaine, très contemporaine, des pollutions, et c'est ça que je vais vous présenter en fait. Une autre intention du livre, c'était de questionner un des grands problèmes contemporains qui tous les jours est relaté par la presse. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe du point de vue des pollutions. Il y a une forme d'accumulation et de sidération qui s'opère. Et on a voulu historiciser le phénomène pour voir d'où ça vient et quel développement ça a eu dans l'histoire. Et est-ce que c'est hors de contrôle? Et les leçons de l'histoire nous aident, à notre avis, à y répondre, en fait, à toutes ces questions. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de pollution, en fait? Qu'est-ce que c'est que la pollution? Dans la définition courante, c'est l'altération des milieux par l'introduction d'une substance perturbatrice, en fait. Mais c'est un mot qui n'a pas eu toujours le même sens. Et quand on regarde les occurrences du mot dans l'histoire, depuis les années 1600, on voit qu'il y a eu à certains moments de l'histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait un peu long, mais des utilisations du mot pollution, mais qui n'avaient pas le sens actuel. Avant la fin du XVIIIe siècle, la pollution, c'est la souillure, et ça a une connotation religieuse, un peu morale. Mais c'est une profanation essentiellement. Ce n'est pas l'altération des milieux. On lui préfère les mots de corruption ou d'insalubrité. Et puis au cours du XIXe siècle, le mot pollution commence à être utilisé par les scientifiques pour caractériser des altérations du milieu, des problèmes de santé publique. Mais vous voyez que le mot est très très peu utilisé. Alors là, c'est un graphique qui a été tiré des occurrences du mot pollution dans tous les livres numérisés par Google Books, donc c'est pas tellement scientifique, on va dire, mais ça donne un premier aperçu. À partir du milieu du XIXe siècle, le mot prend une connotation d'altération du milieu, tout d'abord pour la pollution de l'eau, ensuite à la fin du XIXe siècle pour la pollution de l'air, et vous voyez que à la fois dans la langue anglaise et dans la langue française, ce sont les deux graphiques, le chemin est similaire. Et puis tout d'un coup, à la fin des années 1960, on a un pic de cette utilisation du mot qui redescend un petit peu après d'ailleurs, vous voyez, mais qui continue à être utilisé fortement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans les années 60 et 70. Et c'est le terme de notre étude historique, bien qu'on fasse un épilogue sur la situation contemporaine. Alors, je vous ai dit que le mot corruption ou insalubrité était utilisé à la place de la pollution, mais il y avait un autre mot qui était utilisé, c'était celui de nuisance. Et ce mot nuisance était très utilisé, notamment par les juristes, parce que quand il y avait un problème de gêne ou de pollution, comme on le dirait de nos jours, les juristes avaient les capacités d'agir, et c'était le mot nuisance qui était utilisé. C'était un terme qui revenait dans les procès, qui était opératoire pour produire un jugement, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le passage de la nuisance à la pollution, bien que la nuisance, c'est encore un terme qui existe, bien sûr, mais il y a quand même un gros passage de la nuisance à la pollution. On a deux phénomènes. On a le phénomène du local vers le global, parce que dans la nuisance, on a un phénomène localisé que les cours de justice peuvent caractériser. Là, il y a des conflits d'intérêts, etc., des contentieux. Et dans la pollution, on est plus sur un phénomène de plus grande ampleur. Donc ça, c'est les changements d'échelle, puisqu'aujourd'hui, la pollution, elle est globale. Pensons au réchauffement climatique, puisque maintenant, le CO2, c'est devenu un agent polluant, puisque ça perturbe l'atmosphère. C'est devenu quelque chose de très global. Mais le deuxième phénomène très intéressant, c'est de voir que
le traitement du problème est passé des mains des juristes vers les mains des scientifiques. Et les mots ne sont pas innocents. C'est-à-dire que si on passe de nuisance à pollution, c'est aussi parce que les personnes en charge du problème, avant le 19e siècle, c'était les juristes. Les scientifiques n'avaient quasiment rien à dire, ou en tout cas, ce n'était pas forcément eux qui étaient les premiers écoutés. Et puis, progressivement, au cours du 19e siècle, les scientifiques ont pris le pouvoir sur cette notion, et ils l'ont encore. Et ce qui est intéressant, c'est que les juristes travaillaient beaucoup en concertation avec la population, notamment dans les procès par les témoignages, et que les témoignages étaient de première importance. Les témoignages de voisins, de médecins, de curés. Maintenant, tout est dans les mains des scientifiques pour caractériser le phénomène. Voilà, donc une idée générale sur cette évolution et la signification du mot. Alors, 3 grandes périodes, 3 grands régimes de pollution ont existé au cours du temps. En tout cas, c'est le résultat que l'on donne. Un premier régime de pollution que l'on appelle l'ancien régime des pollutions, qui va se terminer avec la libéralisation des environnements. C'est le premier point que je vais vous développer. La deuxième période, comme ça vous aurez ce cadre en tête, cette deuxième période, c'est la naturalisation des pollutions qui apparaît au 19e siècle, entre 1830 et la Première Guerre mondiale. Naturalisation, ça veut dire que ça devient, c'est un phénomène qui devient naturel, normal, et qu'on vit avec ça sans s'interroger sur le fait que ça peut poser problème. Et la troisième période, à partir de la Première Guerre mondiale, c'est l'entrée dans un monde toxique, dans un monde complètement toxique avec l'apparition de la voiture, l'IA en a parlé, mais aussi de nombreuses substances chimiques et notamment les molécules de synthèse qui vont donner lieu au plastique par exemple ou à de nombreux produits chimiques pour l'agriculture, les pesticides, etc. Alors, je vais caractériser ce premier régime des pollutions du XVIe siècle jusqu'à 1830. Ça nous paraît loin, mais toute activité de production, qu'elle soit artisanale ou industrielle, elle provoque des pollutions. Il y a toujours des rejets. Ils peuvent être plus ou moins importants, les substances peuvent être plus ou moins dangereuses, ça varie énormément en fonction des secteurs, mais toute activité provoque des rejets. Et sous l'Ancien Régime, des artisanats, et partout dans le monde, des artisanats tels que les tanneries ou les teintureries adoptent en gros des procédés similaires, putréfaction des peaux pour obtenir du cuir, des plantes tinctoriales mises à bouillir pour produire des colorants pour les textiles, etc. Partout dans le monde, on a ce genre de produits selon les techniques très très similaires, qu'on soit en Asie ou en Europe, c'est-à-dire qu'on a un ancien régime des pollutions qui est quasiment ubiquiste. Mais ce qui va être très différent par rapport à l'époque actuelle, c'est que premièrement, les pollutions sont essentiellement rurales. On va voir que ça va changer au 19e siècle. Et deuxième chose, elles sont organiques, c'est-à-dire que ce sont des matières d'origine végétale ou animale. C'est-à-dire qu'elles se dégradent très facilement dans les milieux et ça favorise les cycles d'auto-épuration. Et enfin, peut-être troisième phénomène de l'ensemble de ces pollutions, elles sont très localisées. Elles sont très localisées de faible volume, si l'on compare avec ce qui va se passer au 19e siècle et au 20e siècle. C'est-à-dire que la quantité de polluants qui sont disséminés dans l'environnement est infiniment plus petite qu'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un changement d'échelle radical. Alors dans cet ancien régime des pollutions, ce qui est aussi très étonnant, ce qui est étonnant a priori, c'est que les autorités ont un pouvoir de répression et de prévention très important. Je vous ai dit tout à l'heure que si le problème était caractérisé comme nuisance et que les juristes s'en occupaient. Eh bien, on est dans un monde de l'incertitude, on est dans un monde de la précarité, incertitude médicale, précarité sociale, précarité matérielle. Et toute menace contre cet équilibre instable est perçue comme une menace qui peut mettre en péril l'équilibre des sociétés. Et donc, une fumée, une mauvaise odeur ou des rejets dans les rivières sont perçus de façon très dangereuse. Et les autorités ont donc des moyens extraordinairement puissants pour réguler ces activités. Ça passe par des interdictions, ça peut passer par des destructions d'usines, et ça passe par des relocalisations à l'écart des lieux habités. Donc les autorités ont un dispositif juridique et répressif très très important qui fonctionne dans tous les pays du monde. On le remarque en Asie, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, y compris dans les premiers lieux d'installation des colons, pour préserver la santé publique de toutes ces émanations qui peuvent être potentiellement dangereuses. Par exemple, quand les artisans rejetaient, ils n'avaient pas le droit d'ailleurs de rejeter, mais si jamais ça leur arrivait de rejeter des produits toxiques dans les rivières, ça pouvait tuer les poissons.
Or, les poissons, c'était une des bases de l'alimentation pour beaucoup de communautés villageoises, urbaines, etc. Et donc, c'était passible de poursuites en cour pénale. Et on trouve beaucoup de cas d'industriels ou d'artisans qui vont être condamnés pénalement pour une atteinte à l'environnement. Alors le mot n'est pas utilisé comme ça, mais c'est par exemple pour avoir tué des poissons. Emprisonnement. Donc il y avait c'est arrivé que des artisans soient emprisonnés pour ces raisons. On va voir que la deuxième partie, la naturalisation des pollutions, va changer radicalement cette perception. Alors, dans cet ensemble très très général, je vais rapidement, parce que j'ai envie de vous présenter les trois parties, je vais donner les lignes générales de ce qui se passe en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Il y avait pourtant, dans cet ensemble, des fronts pionniers de changement, des endroits où tout ce que je vous ai dit n'était pas d'actualité. C'est-à-dire qu'ils étaient gérés d'une autre façon. Et ces endroits, c'était essentiellement les mines ou quelques petites industries, comme par exemple les arsenaux militaires. Parce que dans les mines ou les arsenaux militaires, premièrement, il y a l'intérêt d'État, la raison d'État qui est là. Et deuxièmement, en général, ce sont des installations qui sont très très éloignées des lieux d'habitation. Et on fait appel à une main-d'œuvre, soit par esclavage, soit une main-d'œuvre forcée, pour travailler dans ces lieux. Par exemple, prenons l'exemple des mines de Potosi. Les mines de Potosi, ce sont des mines d'argent qui sont situées dans l'actuelle Bolivie, dans le Pérou colonial du XVIe, XVIIe siècle, et qui ont été exploitées par la puissance coloniale espagnole, après la découverte de l'Amérique du Sud. Donc c'est dans la cordillère des Andes. C'est une industrie extrêmement polluante, parce que pour retirer l'argent de son minerai, il faut procéder à des opérations très très agressives. Concassage des minerais, chauffage, grillage, brûlage, et surtout le procédé de l'amalgame, qui consiste à injecter du mercure dans le mélange opéré par différentes combustions et mélange avec de l'eau, pour amalgamer l'or, l'argent. L'or aussi, c'est le même procédé, mais ici l'argent, pour que, en fait, quand on ajoute le mercure, l'argent est attiré par le mercure, et l'argent va sortir du minerai. Et ensuite, il reste donc un alliage de mercure et d'argent, et il faut ensuite faire évaporer le mercure pour obtenir l'argent pur. Ça, c'est la méthode d'affinage. Et ces méthodes, là, vous voyez ici au premier plan, donc devant la grande mine de Potosi. Et Potosi, c'est la mine principale d'argent dans le monde entier à l'époque. L'Amérique du Sud fournit 85% des métaux précieux du XVIe au XVIIIe siècle. C'est vraiment le gros lieu de l'industrie des métaux précieux, et c'est ce qui va être à l'origine du développement du capitalisme aussi. Et donc, vous voyez ici ces ateliers. Devant, je ne décris pas les processus, mais vous voyez une machinerie, vous voyez des bassins de lavage, des tas, et c'est ici que le minerai est traité au mercure. Les tonnages sont impressionnants parce que le mercure est transporté d'Espagne, une grande mine d'Espagne à Almadén, et en Amérique du Sud, pour traiter tout cet argent qui va inonder le monde, en fait. Et les tonnages sont vraiment impressionnants. Et le résultat, c'est que toute la région de Potosi, je ne parle pas des décès humains qui sont effroyables aussi, parce que travailler dans ces mines, l'espérance de vie était très 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 faible. C'est du travail forcé. Toute la région tout autour a été contaminée, et elle l'est encore de nos jours. C'est-à-dire que la production n'existe plus, mais 400 ans après, toute la région et les bassins fluviaux en aval sont contaminés par cette pollution d'Ancien Régime. Alors je vous ai dit que les autorités avaient beaucoup de poids pour réduire les pollutions, et là je vous démontre le contraire. C'est parce que là on est dans une logique de front pionnier, et le capitalisme s'est développé justement sur ces fronts pionniers, sur ces mines, sur des arsenaux militaires qui, en dehors de tout cadre régulatoire ou dans un cadre dérogatoire, a permis une production qui était interdite ailleurs. Le mercure était interdit dans les artisanats sous l'Ancien Régime parce qu'on savait que c'était dangereux pour la santé. Alors, un autre aspect qui va faire basculer cet Ancien Régime vers ce que j'appelle la libéralisation des environnements, c'est le début de l'industrialisation. Quelques repères. L'industrialisation commence en Grande-Bretagne à partir de la fin du XVIIe siècle, selon un rythme assez lent au départ, et puis ensuite elle s'étend à l'Europe au XVIIIe siècle, et elle repose sur plusieurs choses. Elle repose tout d'abord sur la progression de la chimie industrielle. Et la chimie industrielle, elle est fondée sur l'industrie des acides au XVIIIe siècle. Et ces acides sont absolument essentiels pour l'essor de la métallurgie et pour l'essor du textile, et notamment les nouveaux cotons, ce qu'on appelle les cotonnades ou les indiennes. Sans acide, on ne peut pas produire de cotonnade imprimée, on ne peut pas produire, c'est beaucoup plus difficile de produire une industrie métallurgique parce que les acides permettent de décaper, permettent de travailler les métaux, etc.
Or, jusqu'en 1770, il était complètement interdit de fabriquer des acides en ville. Ils avaient des places vraiment dédiées à l'extérieur des villes. Mais il y a une innovation fondamentale qui apparaît dans les années 1760, c'est la fabrication d'acide sulfurique dans des usines, dans des nouvelles usines avec une nouvelle technique, dans des chambres de plomb qu'on appelle. En fait, c'est des pièces recouvertes de parois en plomb qui permettent de condenser les vapeurs acides du soufre qu'on a fait brûler ou des pyrites de fer qu'on a distillé, etc. Et ces nouvelles technologies vont permettre de construire des usines, des vraies usines et non plus des petits ateliers d'acide sulfurique. Tout d'abord en Grande-Bretagne et puis en France. Et donc, il y a donc une concurrence sur le marché de l'acide sulfurique, matériau de base pour toute la métallurgie et tout le textile. Et donc, c'est devenu, au fil du temps, un produit clé du développement industriel. Et là, la raison d'État, un petit peu comme pour les mines, a prévalu sur les règles d'ancienne police. C'est-à-dire qu'à partir de 1770, plusieurs procès ont eu lieu, et ces procès ont été délocalisés par le Conseil du roi, avant l'Ancien Régime, ou le Conseil d'État après la Révolution française, pour être jugés comme bénéfiques pour le développement économique, et donc encouragés. Alors, ça ne s'est pas fait sans tension. Je vous ai indiqué sur l'écran là que c'était une controverse qui dure entre 1760 et 1820, parce que pendant plusieurs décennies, il y a des grands débats, y compris dans l'opinion publique, dans les journaux, sur la légitimité ou pas de produire des acides à cette échelle. Alors le résultat, c'est que à partir de 1820, donc ça va être le deuxième régime, la naturalisation, c'est que évidemment la production d'acide va être autorisée, voire même encouragée, au détriment de l'ancienne régulation. Donc les acides, ça c'est un premier produit qui supporte le développement industriel. Le deuxième, c'est la machine à vapeur. Machine à vapeur qui était utilisée simplement au XVIIIe siècle pour pomper l'eau des mines et qui commence à avoir un usage industriel à partir des années 1770 en Angleterre. Les premières machines à vapeur ici, là par exemple celle de Paris, c'est dans les années 1780. Elle sert à pomper l'eau de la Seine, mais bientôt, à partir des années 1790, les machines à vapeur vont être utilisées dans l'industrie. Et là, c'est la même chose. Les machines à vapeur, elles provoquent beaucoup de fumée parce que c'est une alimentation au charbon et non plus au charbon de bois, donc charbon de terre. Ça provoque des fumées épaisses, noires, sulfureuses. Et des débats émergent pour savoir est-ce que c'est raisonnable de produire ce genre d'équipement technologique à cause de toutes ces fumées. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Et plusieurs procès vont également avoir lieu sur ces questions des fumées. Et le même processus que pour les chimies va avoir lieu pour encourager l'industrialisation face à la concurrence anglaise notamment, ou d'autres pays. Ensuite, les machines à vapeur vont déroger au principe général qu'on ne peut pas nuire à autrui. Et enfin, le troisième élément, c'est le charbon. Et là, la Grande-Bretagne est le pays moteur de ce développement charbonifère ou charbonnier. C'est-à-dire que les premières mines de charbon de terre en Europe ont lieu en Grande-Bretagne, notamment à Newcastle. Donc c'est le nord de l'Angleterre. Hein, ici, c'est le foyer principal du développement du charbon en Angleterre. Et ce charbon sert au départ au chauffage domestique, mais de plus en plus, il est utilisé dans l'industrie. Alors son rendement énergétique est supérieur au bois, et surtout, ça permet à l'Angleterre de préserver un grand nombre de forêts. Et c'est pour ça que l'Angleterre s'est engagée dans la voie du charbon de terre. Avec les machines à vapeur, ça rend l'usage du charbon de terre quasiment obligatoire parce que ces machines à vapeur, elles sont conçues pour fonctionner avec du charbon de terre et pas du bois ou du charbon de bois. Et donc ça va installer une trajectoire industrielle un peu effrayante. Vous avez ici une représentation d'un peintre, Luffenburg, qui décrit le grand site de Coalbrookdale, qui était un des foyers, un des berceaux de la métallurgie anglaise, et le tout fondé sur machines à vapeur et charbon. Tous ces éléments qui sont au départ, qui sont vraiment à l'origine de l'industrialisation, vont bousculer les règles traditionnelles de gestion des nuisances et vont disqualifier les juristes qui raisonnaient à une échelle essentiellement locale pour faire venir les scientifiques et en premier lieu les chimistes comme les experts en fait de la régulation des nuisances. En France, il se passe un autre aspect très important, c'est la Révolution française, qui est un changement politique brutal et qui transforme les institutions radicalement. Et le premier point, c'est que, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la liberté qui est mise en avant. Et l'article 4 dit que la liberté consiste à ne pas nuire à autrui, donc ça c'est l'ancien droit, mais que les bornes de cette liberté doivent être déterminées par la loi. Et ça c'est très important puisque aucune loi au monde jusqu'alors n'avait
ne s'était immiscé dans ces règlements juridiques qui étaient locaux, qui étaient des règlements de justice. Et la Révolution dit que ça sera déterminé par la loi. Alors la loi n'est pas prise en 1789, elle va être prise un petit peu après, je vais vous en parler, mais c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'est la liberté pendant la Révolution française. Toutes les institutions d'encadrement anciennes ayant été supprimées, d'autres institutions sont créées, mais la liberté de l'industriel de s'installer où il veut, de fabriquer ce qu'il veut, avec les méthodes qu'il veut, c'est un principe général. Et pendant toute cette période, les commissaires de police qui sont en charge de la salubrité publique sont en but aux industriels qui disent, comme ici un exemple, que les fabricants répondent que la liberté donnée, la permission de travailler partout. Le deuxième aspect de cette révolution industrielle, c'est qu'il y a une industrialisation à marche forcée qui est liée à la guerre que la République en armes a déclenchée contre les coalitions aristocratiques européennes. Et cette guerre va provoquer l'installation dans Paris ou dans d'autres villes, mais surtout dans Paris, d'usines de guerre, et notamment par exemple une énorme poudrerie à Grenelle, donc c'est près de l'Hôtel des Invalides, dans le 15e arrondissement actuel, où travaillent plus de 2000 ouvriers sous la supervision de grands chimistes comme Chaptal, Berthollet. Ce sont des grands chimistes qui ont travaillé avec Lavoisier dans les années 1770-1780. Et en contradiction avec tous les principes de préservation et de prévention qui avaient lieu avant sur la fabrication de poudre, ici, la poudrerie est construite dans la ville et 2000 ouvriers travaillent, alors qu'auparavant, les poudreries étaient autorisées seulement à la campagne, avec des petits équipements, avec une séparation des dépôts, parce qu'on sait que la poudre, ça explose. Et c'est à l'occasion de cette révolution que la poudrerie de Grenelle explose, tuant 600 ouvriers et en blessant 1200. C'est le plus grave accident industriel de l'histoire de France encore jusqu'à aujourd'hui. Espérons qu'il le reste. Mais c'est pour vous montrer un exemple du changement d'échelle qui s'opère déjà, aussi du changement de vision des nuisances qu'il y avait. C'est-à-dire que les chimistes et les scientifiques ont fait le pari que la nouvelle chimie allait être un progrès par rapport aux anciens arts et artisanats qui étaient considérés comme routiniers, remplis de préjugés, très lents et pas tellement efficaces. Et alors, comment on va arriver à la loi que j'ai évoquée tout à l'heure? On y arrive par la prise de pouvoir de chimistes et d'industriels au sein de l'appareil d'État français. Et le meilleur exemple, c'est Chaptal. Chaptal, dont j'ai déjà parlé, qui est un grand chimiste, c'est un grand scientifique, mais qui est par ailleurs un industriel, puisqu'avant la Révolution française, il avait fondé une usine d'acide sulfurique à Montpellier, et qu'après la Révolution française, en 1798, il fonde une usine d'acide sulfurique à Paris. Chaptal, par ailleurs, ça avait été l'ancien directeur de la poudrerie de Grenelle qui a explosé. Bon, lui en a pas trop voulu, puisque en 1800, Napoléon Bonaparte, premier consul, lui confie le poste de ministre de l'Intérieur. Donc, dans l'État napoléonien dont vous connaissez le caractère autoritaire, ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le dernier des postes. Par ailleurs, Chaptal, il avait écrit juste avant un essai sur le perfectionnement des arts chimiques. C'était un véritable programme de développement économique fondé sur l'industrie chimique. Il crée beaucoup d'institutions, les préfectures que vous connaissez, c'est Chaptal, beaucoup d'institutions d'enseignement, de gestion administrative. Il crée les chambres de commerce et les chambres d'agriculture. C'est vraiment le grand fondateur de l'État et du dirigisme économique en France. Il crée par ailleurs la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et puis, comme il est au courant des problèmes que l'industrie pose au voisinage par ses nuisances, puisqu'il est lui-même attaqué par ses voisins dans son usine d'acide sulfurique, il crée un conseil de salubrité de Paris, mais qui va devenir la grande instance nationale d'expertise sur les pollutions. Et étant lui-même en procès de pollution industrielle, en 1803 notamment, il est attaqué par le juge de paix de son canton. Donc on ne disait pas arrondissement à l'époque. Donc il ordonne la fermeture de ce procès d'autorité, mais surtout il va demander un rapport sur les établissements insalubres à l'Académie des sciences. Et comme il est lui-même académicien, eh ben en fait l'Académie lui a confié le rapport, avec un autre chimiste, Guiton de Morveau, qui est aussi au cœur de cette histoire. Et donc vous voyez qu'il est à la fois le pollueur, le régulateur et l'expert. Et sans que ça vous étonne, donc là c'est la composition du Conseil de salubrité, je ne m'y étends pas, mais tous des grands chimistes, souvent industriels eux-mêmes et collègues de Chaptal à l'Académie et parfois même dans ces entreprises industrielles. Ça aboutit à la création, les rapports de l'Académie, il y en a deux en fait, 1804-1809, aboutissent à la création d'une loi en 1810, la loi sur les établissements insalubres. C'est la première loi mondiale sur les pollutions, donc on peut être fier de ça. Après, quand je vais vous expliquer le fonctionnement de cette loi, on sera peut-être un peu moins fier.
Mais c'est la première loi, et ça découle du principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui encadre les établissements polluants. Que dit cette loi? Alors, j'ai pas mis tous les articles, hein, mais elle dit en gros que les établissements seront classés en 3 classes. La première classe, c'est les établissements vraiment qui peuvent provoquer un danger pour la santé publique, donc ce sera le Conseil d'État qui statuera. Les 2 autres classes, elles ont un petit peu de différence, mais ce sera les préfectures, en quelque sorte. Et il y aura donc des enquêtes de prévention avant des autorisations, mais une fois que l'entreprise est autorisée, elle ne peut plus être inquiétée. Les seuls recours sont administratifs. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être attaquée en justice pénale, puisque là, on a un acte d'administration publique. Si l'administration publique a décidé que l'entreprise pouvait être autorisée, c'est qu'elle n'est pas nuisible, elle est attentatoire à la santé publique. Donc l'industriel, grâce à cette loi, et c'est un des grands enseignements de la loi, l'industrie échappe à la justice pénale. Très important. C'est un grand changement par rapport à l'ancien régime des pollutions. Vous allez me dire que le code pénal, l'article 471, donne le pouvoir au juge de poursuivre un industriel. C'est vrai. Mais la jurisprudence et la façon de faire, au XIXe siècle, a toujours donné la juridiction des pollutions à la justice administrative, au contentieux administratif. Alors ça a beaucoup fait débat, puisque les juges se sont sentis dépossédés. Alors les juges du pénal, puisque les juges du civil pouvaient déterminer les indemnités, c'est l'article 11. Mais au Conseil d'État, un conseiller d'État, Héron de Villefausse, membre aussi de l'Académie des sciences, va dire que c'était précisément justement parce que l'application des règles de droit commun avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre, c'est-à-dire les affaires de pollution, qu'il a été reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale concernant les ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Une deuxième conséquence de cette loi, c'est le principe du pollueur-payeur, dont on en est toujours là. Le pollueur-payeur, c'est-à-dire que l'article 11 dit que la justice civile déterminera les indemnités. Si l'industriel provoque des dégâts à son entourage, il doit réparer. Il doit payer les réparations. On en est toujours là, puisque de nos jours encore, le pollueur doit payer pour les dégâts qu'il provoque. Et le troisième aspect, c'est que pour placer de la classe 1 à la classe 2, la classe 1 était plus sévère, il fallait aboutir à des améliorations techniques, ou en tout cas dire qu'on avait l'intention de faire des améliorations techniques, et ça va être la course à l'amélioration technique, alors que sous l'Ancien Régime, la technologie ou la technique n'est pas du tout interrogée dans le cadre des pollutions. Alors j'en viens à la deuxième grande période, deuxième grand régime de ces pollutions, c'est la naturalisation des pollutions au XIXe siècle. Après toutes ces décennies de débats et de transformation économique, transformation sociale et débats politiques pour essayer de voir quelle pouvait être la relation entre les sociétés et l'environnement, la pollution est devenue en fait une caractéristique habituelle, commune, normale des sociétés dans lesquelles l'industrie s'était installée. C'est ce qu'on appelait aussi la phase sombre du progrès, c'est-à-dire que l'industrie est devenue urbaine essentiellement avec les machines à vapeur, puisqu'auparavant les industries avaient besoin de l'eau pour faire tourner des roues hydrauliques. Avec l'industrialisation, les machines à vapeur peuvent permettre aux usines de fonctionner, y compris en ville. Et c'est le grand règne des villes enfumées du 19e siècle, des villes européennes, parce que vous savez que de nos jours, New Delhi par exemple, cette semaine nous le montre, les villes sont tout aussi enfumées, ça dépend où on est. Mais en Europe, effectivement, en tout cas, les villes enfumées, c'est en Europe qu'elles le sont au 19e siècle. Vous avez ici Stoke-on-Trent, When the heart of a potter rejoices, c'est-à-dire quand le cœur des poteries exulte. Donc vous voyez toutes ces fumées qui en sortent. Peut-être vous avez en tête des images de Londres ou de Manchester au 19e siècle, ou même de Paris, complètement enfumées par les fourneaux industriels au charbon ou même par les foyers domestiques. Le deuxième aspect, c'est qu'il n'était plus devenu pénalement répréhensible de polluer les eaux. Par exemple, pour les rivières, quand l'industriel rejetait des effluents toxiques dans la rivière et que les poissons mouraient, il y a eu un système qu'on appelait la transaction administrative qui a permis en fait aux industriels d'indemniser les sociétés de pêche. Alors ça intéressait tout le monde, ça, sauf les poissons, puisque les sociétés de pêche pouvaient avoir beaucoup d'argent par les industriels. Pour elles, des petites structures, avoir un peu d'argent par les industriels, ça les intéressait. Et les industriels, pour eux, ce n'était pas beaucoup d'argent en fait par rapport à leur capitalisation. Alors, vous avez ici une représentation publiée dans un journal anglais de la Tamise,
de la Tamise qui était complètement polluée. Les poissons avaient complètement disparu de la Tamise en aval de Londres au XIXe siècle. Un autre aspect de ce XIXe siècle et la naturalisation des pollutions, c'est l'agrochimie qui commence à naître et notamment l'usage des fertilisants ou des engrais chimiques, des fertilisants artificiels qui étaient fondés sur des opérations chimiques, notamment des traitements par exemple des eaux par l'acide sulfurique pour avoir du phosphore. Ou ensuite, par la suite, il y aura les produits azotés par la synthèse de l'ammoniac, grâce à la chimie aussi de synthèse. C'est-à-dire que ce ne sera plus l'azote des matières organiques naturelles qui vont permettre d'amender les sols, ce sera les produits chimiques artificiels. Alors je ne parle pas encore des pesticides et des insecticides parce qu'au XIXe siècle, ils sont utilisés, mais sur une échelle modérée. Mais au XXe siècle, on en parlera. Un autre aspect, donc, et c'est pour ça qu'on parle de naturalisation, c'est que l'industrie est glorifiée. Elle est glorifiée, elle est représentée dans toute une série de peintures, gravures, journaux spécialisés, magazines d'ingénieurs. Et là, l'usine qui fume, c'est l'usine qui apporte l'emploi, c'est l'usine qui prospère, qui apporte la richesse. Donc en fait, une cheminée qui fume, c'est une cheminée qui apporte le bien-être général. C'est un peu la nouvelle valeur partagée par les sociétés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il y a eu des conflits très très nombreux entre voisins et industriels, etc. Mais là, on a une logique d'ensemble qui définit l'utilité publique comme une industrialisation nécessaire, quelles que soient ces pollutions. Les pollutions sont devenues l'à côté nécessaire de ce développement. Alors, c'est aussi un siècle, je vous l'ai dit en introduction, où les scientifiques vont devenir les acteurs premiers de la caractérisation des pollutions, notamment à travers des mesures. Là, ici, vous avez une représentation de Faraday, qui est un grand scientifique du XIXe siècle, qui entame un dialogue avec la personnification de la pollution de la Tamise. Les scientifiques vont être là pour commencer à mesurer, à prendre des mesures. Et en prenant des mesures, finalement, ils vont relativiser l'importance de la pollution. Parce que quand on prend des mesures, on peut définir des doses, des seuils. Alors que quand on ne prend pas des mesures, soit on interdit, soit on autorise. Mais avec les mesures, ça permet d'autoriser tout et de mettre des seuils sur tous les produits. Et c'est un des paradoxes de dire que plus on sait, finalement, plus on a autorisé la dissémination des produits dans nos sociétés. Et on le voit encore avec les produits chimiques de nos jours. Alors, il y a quand même eu de nombreuses contestations. Je vous parle de la principale, parce qu'on parle de l'écologie politique depuis les années 1970 et des combats de la mobilisation environnementale. Mais par le passé, il y en a eu aussi. On ne parlait pas d'écologie politique, on parlait de troubles à l'ordre public ou de contestation. Mais par exemple, en 1888, les mineurs et les ouvriers des industries de cuivre de Huelva, en Andalousie, donc dans l'Espagne, se sont révoltés contre l'industriel à cause des pollutions, parce que là, on a l'obtention de cuivre à partir de pyrite de fer, qui dégage énormément de produits toxiques, de dioxyde de soufre, d'arsenic, etc. Et les ouvriers se sont révoltés et ils ont fait alliance avec les paysans locaux qui voyaient leur récolte détruite et aussi les habitants qui ne travaillaient pas pour ces mines et qui n'en avaient que les inconvénients. Et il y a eu une agitation sociale très importante qui aboutit à des manifestations de plusieurs milliers de personnes contre l'usine. Et là, c'est là que l'on voit que l'État a décidé finalement de protéger les industriels puisque ils ont fait appel à l'armée, l'armée a tiré et ça fait plus d'une centaine de morts. Donc on a quand même des événements dramatiques qui sont liés aux pollutions au XIXe siècle. C'est-à-dire que bien qu'on soit dans un siècle de naturalisation, ça ne veut pas dire que c'était accepté par tout le monde. Quand on parle de naturalisation, ça veut dire que c'est défini par les industriels, les États, comme quelque chose de normal et que l'on doit accepter compte tenu du fait de l'industrialisation qui est bénéfique à tout le monde. Alors, en termes de régulation, j'en ai dit quelques mots en commentant la loi de 1810, mais cette loi de 1810 s'étend en fait à toute l'Europe, sauf en Angleterre, puisque la première loi anglaise sur les pollutions, c'est 1863 et qu'au départ, elle ne concerne que l'industrie chimique. Mais globalement, ça devient un modèle général. Et là, j'ai mis une illustration d'une fabrique de céruse. La céruse, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi? Parce que c'est très emblématique de la manière de réguler les produits toxiques au XIXe siècle. La céruse, c'est un pigment blanc, en fait, qui est obtenu par l'oxydation du plomb. Et ce pigment blanc permet, en fait, de produire une peinture blanche
Et ça va être le seul pigment blanc utilisé au 19e siècle. C'est-à-dire que tous les murs qui sont peints en blanc à l'époque sont à base de céruse et de plomb. Et vous avez peut-être entendu parler de saturnisme dans les logements insalubres, qu'on dit insalubres. Bah, c'est un résidu ancien de ces peintures au plomb qui sont maintenant interdites. Mais durant tout le 19e siècle, en fait, on savait dès la fin du 18e siècle que la céruse était interdite, même avant, puisqu'on parlait de colique du plomb. On savait que c'était très très dangereux pour la santé. Mais la céruse a connu une progression de la production impressionnante au 19e siècle, notamment parce que comme les villes étaient polluées, les murs noircissaient très vite, il fallait donc les repeindre plus souvent en blanc. Et c'était la seule façon de... Il y avait d'autres façons en fait, mais c'est la seule façon qui a été décidée. Et alors pourquoi ce produit a continué d'être utilisé? Bah, il a été utilisé parce qu'il y avait une concurrence internationale sur ce produit, qu'il coûtait peut-être plus cher de fabriquer d'autres pigments, par exemple avec des oxydes de zinc, qui sont pas forcément tout à fait inoffensifs, mais beaucoup moins dangereux. Et donc là, les marchés économiques ont primé sur les questions de santé publique. Et puis, il y a eu aussi les questions de doses qui ont commencé à émerger aussi, notamment pour les ouvriers qui travaillaient dans ces usines. On les faisait travailler 15 jours et on les faisait sortir pour aller travailler ailleurs, puis on les faisait revenir pour pas qu'il y ait une exposition aux produits toxiques trop longue. Grâce à cette préconisation de durée d'exposition, etc., on a permis la continuation de cette production. Un autre aspect aussi des régulations au 19e siècle, c'est cette logique de front pionnier que j'ai utilisée tout à l'heure pour caractériser certaines poches extraordinaires dans cet ancien régime des pollutions. C'est-à-dire que un des moyens aussi de réguler les pollutions, c'est de les mettre à distance. Là, vous avez ici une représentation de Asnières, banlieue parisienne, par Vincent Van Gogh, qui montre en fait un front pionnier d'usine dans une banlieue encore rurale. Et c'est comme ça que la banlieue industrielle s'est créée. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, les usines du centre-ville de Paris ont été incitées à se déplacer vers la périphérie. D'ailleurs, on pourrait retrouver ce processus encore de nos jours à une autre échelle. Et petit à petit, toutes les villes européennes, à la fin du 19e siècle, se sont constituées en banlieues ouvrières, industrielles, en mordant sur les campagnes. Mais c'était une mise à distance, en fait, qui permettait de réguler ces problèmes de pollution. Un autre aspect, donc, c'est la technique, la technologie qui permettait de réduire les pollutions. Donc, par exemple, ici, on a un exemple d'une tour à condensation. C'est une tour à condensation qui permet de condenser les acides, l'acide chlorhydrique notamment, de nombreuses industries, par exemple l'industrie de la soude qui était très très polluante puisqu'elle rejetait de l'acide chlorhydrique dans l'atmosphère, donc ça retombait en pluie acide. La tour de condensation permet de condenser, pas forcément totalement, mais en grande partie l'acide chlorhydrique, ce qui permettait en fait aux usines d'avoir une autorisation de fonctionner. Alors c'est un progrès technique ou technologique indéniable, mais c'est une catastrophe écologique en fait, parce que c'était sans compter l'effet rebond, les effets rebonds de toutes ces innovations technologiques. C'est-à-dire, en regardant l'ensemble du mécanisme, on voit que ça a des effets qui dépassent le simple cadre de la technologie. Par exemple, sur ces tours à condensation, ou sur les fourneaux fumivores, c'est-à-dire les fourneaux qui filtrent les fumées, toutes noires. Au niveau individuel, ça réduit la pollution, mais comme ça réduit la pollution, les autorités autorisent ces établissements, et surtout parce qu'on pense que dans 10 ans, ça sera encore mieux, et dans 20 ans, ça sera encore mieux. Donc ça permet à toutes ces industries de fonctionner, mais toutes ces industries additionnées engendrent une pollution globale qui est au moins aussi importante qu'avant, voire plus importante. Et en plus, comme on a une addition de polluants, de pollutions qui sont moins fortes individuellement, c'est très difficile de trouver le responsable des pollutions dans une ville, par exemple. Par exemple, quand des voisins attaquaient une usine pour fumée excessive, etc., les juges étaient incapables de trancher puisque tout autour, il y avait une quinzaine d'usines, voire plus, qui fonctionnaient. Donc, il y a l'imputation des responsabilités très, très difficile à obtenir. Donc, c'est un paradoxe, mais les progrès technologiques au XIXe siècle ont paradoxalement abouti à une augmentation des pollutions. C'est comme les économies d'énergie, en fait, d'une certaine manière. Hein. Les économies d'énergie au niveau des appareils, au niveau de tout ce qu'on utilise. Individuellement, ce sont des succès, mais globalement, ça n'a jamais permis de réduire les consommations énergétiques. Et un autre aspect de cette naturalisation des pollutions, c'est la dilution. On considère au XIXe siècle que la planète est suffisamment grande pour diluer les polluants. C'est pourquoi, à partir des années 1850, on construit des cheminées de plus en plus hautes, parfois plus de 100 mètres. Ici, vous avez un exemple au Pays de Galles,
d'une cheminée du milieu du de la fin du 19e siècle. Mais en 1910, on construit des cheminées jusqu'à 150 mètres de haut. L'idée, c'est que la fumée aille dans la haute atmosphère. Et c'est vrai qu'elle préserve le voisinage immédiat. Mais après, les particules, évidemment, elles retombent d'une autre façon ailleurs et plus loin. Alors la dilution, c'est aussi les rejets dans la mer, puisque la mer a été considérée comme une poubelle naturelle jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'aux années 1970. Donc il était courant, commun, autorisé, normal, de jeter les résidus des industries dans la mer. Et on trouve des exemples de villes qui ont construit des jetées de 200 mètres sur la mer pour jeter leurs détritus. Et vous connaissez peut-être les terrils dans les pays miniers, qui sont des poubelles en fait, des déchets de l'industrie minière. Ben là, en fait, c'était quasiment des terrils de détritus qui étaient jetés dans la mer, et ça crée des espèces de jetées horizontales qui avançaient sur la mer au fur et à mesure des rejets. On a de nombreux exemples en Grande-Bretagne notamment de ces rejets, ou dans Méditerranée même. Troisième point, c'est la démesure du siècle toxique du XXe siècle, que je vais arrêter pour mon exposé dans les années 70, mais je donnerai quelques éléments sur le monde contemporain quand même. Ce siècle toxique, premièrement, si on veut le caractériser, c'est un changement d'échelle sans précédent. On passe de 2 milliards d'habitants à 7 milliards d'habitants. Donc il faut aussi prendre la mesure de cette progression démographique exceptionnelle. Donc il y a une anthropisation de la planète. Deuxièmement, c'est l'augmentation des consommations, qui, par individu, on consomme beaucoup plus qu'au début du siècle. Ce qui fait qu'il y a une progression de la population, mais il y a une progression de la population par tête. Et puis, un aspect très important, ce sont les guerres. C'est-à-dire que les guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, guerre du Vietnam, ont abouti, sont des guerres totales. Elles n'ont rien à voir avec les guerres du 19e siècle. Elles n'ont rien à voir, encore moins, avec les guerres du 16e, 17e siècle. Ce sont des guerres qui durent des années, qui sont continuellement des combats tous les jours pendant plusieurs années, et qui déploient un arsenal militaire exceptionnel. Et ces guerres, elles produisent premièrement des gaz de combat. Là, vous avez une représentation, une personnification de l'ennemi, en fait, sous forme de serpent qui diffuse son gaz de combat. Mais les premiers gaz chimiques de combat, c'est 1917, pendant la Première Guerre mondiale. C'est le gaz moutarde. Ça produit premièrement des gaz, donc des produits chimiques. Ensuite, ça produit une quantité d'armes, de munitions, de poudre, et puis surtout de voitures, de camions et d'avions. L'aviation et l'automobile se sont développés à la faveur de la Première Guerre mondiale. Et le second développement de l'aviation, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et pour l'aviation, il faut des produits tout à fait nouveaux, notamment l'aluminium, qui était vraiment une industrie balbutiante, un métal quasiment inutilisé avant la Première Guerre mondiale, qui commence à être utilisé pendant la Première Guerre mondiale justement pour l'aviation, et qui devient d'un usage courant dans nos consommations quotidiennes seulement après la Deuxième Guerre mondiale. La production d'aluminium est multipliée par 4 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vraiment le support de l'industrie aéronautique. Donc un autre aspect des guerres, c'est vraiment le développement de la chimie. Les produits de synthèse sont utilisés de plus en plus. Et par exemple, on avait parlé un tout petit peu des pesticides tout à l'heure, mais un des pesticides très utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est le DDT. Le DDT, c'est un produit chimique qui permet de tuer les insectes. Et il a été conçu et utilisé par quelqu'un qui va devenir prix Nobel de la médecine après-guerre. Donc, comme quoi le DDT, c'est vu comme quelque chose de très bénéfique. Il a été conçu en 1938-1939 par le chimiste Müller, donc il devient prix Nobel de médecine en 1948 après la guerre. Mais ce DDT va être utilisé pour tuer les moustiques dans la guerre du Pacifique. Et les moustiques, c'était devenu une plaie pour l'armée américaine dans sa bataille contre les Japonais. Et il a été utilisé massivement, sauf qu'après la guerre, il y avait une quinzaine d'usines de fabrication aux États-Unis qui étaient en activité. Elles ne pouvaient pas fermer comme ça. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser le DDT comme insecticide dans l'agriculture. Et là, on pourrait trouver de nombreux exemples de produits chimiques utilisés pendant la guerre, qui étaient utilisés pour fabriquer des munitions ou pour justement tuer les moustiques, par exemple, qui, du fait des stocks, du fait des appareils qui avaient été construits pendant la guerre à marche forcée, parce qu'on était en situation de guerre, ont trouvé un nouveau marché, ont trouvé un nouveau débouché, et c'est l'agriculture qui en a fourni l'essentiel, en fait. Et l'usage des pesticides et des insecticides, des herbicides dans l'agriculture date essentiellement de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors là,
l'illustration aussi pendant les guerres, hein, c'est le déversement de l'agent orange, donc qui est un produit chimique produit par Monsanto pendant la guerre du Vietnam, qui a littéralement détruit le Vietnam d'un point de vue écologique, puisque encore de nos jours, il y a un quart des forêts du Vietnam qui ne se remettent pas de cette guerre et de ce déversement de produits chimiques dans l'environnement, hein, sans compter évidemment les nombreux morts humains. Et puis la guerre, c'est aussi le nucléaire, puisque là, je vous apprends rien en disant que l'énergie nucléaire découle en fait de la fabrication de la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui a été conçue vraiment la dernière année de la Deuxième Guerre mondiale et qui a continué à avoir un usage militaire avec de nombreux essais militaires depuis la Deuxième Guerre mondiale dans de nombreux pays, mais qui a commencé à avoir un usage civil après, mais c'est une des conséquences de cet usage militaire. Alors, ce qui caractérise le XXe siècle toxique, c'est aussi l'usage de nouveaux combustibles. Premièrement, on consomme de plus en plus d'énergie et sans réduire la consommation de charbon, puisqu'elle augmente encore. Et encore, elle augmente de nos jours, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où il y a moins de charbon. On est dans un monde où il y a toujours plus de charbon consommé. Mais sans réduire cette production, on ajoute, là, vous avez une illustration, je ne vais pas la commenter parce qu'il faut qu'on avance un peu, mais regardez un peu la consommation des matières énergétiques dans le monde. Ici, c'est 1945. Donc il y a vraiment une grande accélération après la Deuxième Guerre mondiale dans les consommations énergétiques. En bas, c'est les énergies renouvelables qui sont quasiment stables, bien que la population ait beaucoup augmenté. Mais ce qui augmente, donc, c'est le charbon, le pétrole en vert, le gaz naturel et puis le nucléaire. Mais essentiellement le pétrole. Et le pétrole, c'est une énergie qui est connue depuis très très longtemps. Elle est utilisée au Moyen-Âge, hein, notamment pour les lampes d'éclairage et dans beaucoup de régions du monde. Mais elle devient une énergie de première importance à partir du début du XXe siècle et surtout après 1945. Et ça, c'est lié aussi à l'industrie automobile, les transports et à la production d'essence ou de kérosène pour le transport aérien. Alors, ça provoque évidemment de nombreux dégâts, des atmosphères qui sont surchargées de particules. Premier exemple, c'est le brouillard toxique de la Meuse en 1930. Hein, en fait, c'est une conjonction de brouillard et de fumée industrielle qui sont retrouvés bloqués dans un environnement, ici la vallée de la Meuse, parce qu'il y avait des conditions météorologiques anticycloniques qui bloquaient en fait le brouillard au fond de la vallée et qui a littéralement étouffé toute la vallée. Alors étouffé, il y a eu plusieurs dizaines de morts, les animaux sont morts et puis beaucoup de personnes sont devenues malades. Ça a duré une semaine, mais ça a suffi pour provoquer des dégâts très très importants. Un autre brouillard toxique très important et très célèbre, c'est le smog. Alors smog, c'est une contraction de smoke et de fog. Fog, c'est brouillard, smog, fumée. En contractant les deux, ça fait smog. Et on parle encore de nos jours de smog, hein, on parle du smog de l'Asie. Donc un autre événement très important, c'est le smog de Londres en 1952, qui a tué 12 à 13 000 personnes. C'est-à-dire que ça a duré quelques jours. Mais on voit sur les courbes de mortalité de Londres qu'il y a un excès de 12 à 13 000 personnes pendant ces jours-là par rapport aux courbes normales. Et puis, il y a le smog de New Delhi actuellement qui sans doute provoque de nombreux morts parmi problèmes respiratoires essentiellement. C'est le développement aussi au XXe siècle et l'apogée de la carbochimie qui a commencé au XIXe siècle avec les premiers colorants synthétiques, les premières substances de synthèse, c'est-à-dire des produits chimiques recréés en laboratoire qu'on ne trouve pas à l'état naturel dans le monde, enfin dans la nature. Et la carbochimie, ici, vous avez par exemple un diagramme, la même année, alors c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ça pourrait être commenté longuement, mais la même année que le brouillard de la Meuse, qui a lieu dans la vallée de la Meuse, c'est-à-dire tout près de Liège, il y a une exposition de l'industrie très importante en 1930 à Liège. Et ce diagramme est présenté par les industriels. Et là, c'est l'utilisation rationnelle de la houille, donc du charbon de terre. Vous avez la houille ici. Et après, à partir de la houille, on peut produire une quantité impressionnante de produits. Donc pas seulement du coke. Le coke, c'est le combustible donc primaire. Pas seulement du gaz d'éclairage, qui est aussi une sorte de méthane qui est extrait du coke, mais aussi toute une série de produits chimiques, méthylal, formol, éther, acide formique, etc., etc.
Et ce document est à la gloire de l'industrie du charbon à cette époque, présenté aux expositions, alors même qu'elle est en train de tuer juste à côté, dans la vallée de la Meuse. Et puis, donc le XXe siècle, c'est le siècle des consommations, consommation de masse. On parle de consommation de masse après 1945. Et un objet emblématique de cette consommation, c'est la voiture. Et vous avez ici une illustration de 1902 du magazine Life qui montre les bouleversements que la voiture opère dans le monde et à l'échelle planétaire. Alors évidemment, en 1902, il y a très très peu de voitures. Mais la voiture moteur à explosion, c'est considéré dans les premières années vraiment comme une agression sociale aussi, parce que seuls les riches peuvent se payer des voitures à moteur. Mais c'est vécu comme quelque chose de très agressif pour, on ne pense pas pour l'environnement, mais pour ceux qui subissent ces nuisances. Parce que c'est la vitesse, c'est le bruit, et puis c'est les riches qui viennent saccager les chemins qui appartiennent à tout le monde. Et donc là, on voit des gens qui courent devant les voitures et qui finissent par tomber de cette planète, une planète qui est devenue sans repère à cause de la voiture. Et la voiture, c'est en fait un condensé de toutes les industries polluantes. Alors, elle pollue quand elle roule, avec les carburants. Et pendant très longtemps, en Europe, il y a eu de l'essence au plomb, qui a provoqué des maladies très importantes pour de nombreuses personnes. Il faut quand même signaler aussi que l'essence au plomb n'est pas interdite partout dans le monde de nos jours. Elle est interdite en Europe, aux États-Unis, mais il y a des régions d'Afrique ou d'Asie où elle n'est pas interdite. Et tout ça parce que ça améliorait le rendement des moteurs à combustible. C'est simplement un calcul économique. Mais par ailleurs, la voiture, c'est un condensé de plein de produits qui alimentent les industries minières, les industries métallurgiques, sidérurgiques, etc. Donc c'est beaucoup de métaux. Et depuis 1945, surtout depuis les années 70, beaucoup de plastique, beaucoup de polyuréthane, tous ces composés chimiques artificiels, que ce soit pour les tableaux de bord, les pneus, même la carrosserie. Donc c'est un condensé en fait. Beaucoup d'électronique aussi de nos jours, donc des métaux précieux, des terres rares, etc. Un condensé de toutes ces nouvelles trajectoires technologiques. D'autres accidents ont été provoqués, d'autres accidents majeurs, parce qu'il y a une pollution chronique très importante, ont été provoqués par ce monde industriel. Et les plus frappants, c'est peut-être la maladie de Minamata au Japon, avec des photochocs qui avaient été réalisés par William Eugene Smith en 1971. Maladie de Minamata, c'est en fait une maladie qui a été provoquée par le mercure dans la baie de Minamata à la suite du déversement par un industriel qui fabriquait de l'acétaldéhyde pour l'industrie automobile avec du mercure. Déversement dans la baie, les poissons ont été contaminés par le mercure et ensuite les gens de la baie ont mangé le poisson et ont été contaminés par le mercure, ce qui a provoqué une mortalité importante. Les chiffres sont très controversés. Et puis des malformations génétiques ensuite pour les bébés qui naissaient des personnes intoxiquées. De nos jours encore, il y a des grands débats sur cette maladie de Minamata, sur le nombre de morts et puis sur les questions des indemnisations, parce que la population a été indemnisée. Alors la grande accélération, on l'a vu tout à l'heure au niveau énergétique, on peut la voir aussi au niveau des métaux. 1945, c'est ici. Et on voit par exemple l'aluminium, qui est le premier métal en tonnage produit non ferreux dans le monde de nos jours. C'est vraiment un métal qui est devenu d'un usage très très courant. Et puis pour les plastiques, depuis l'origine des plastiques, il y a 8 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites et 6 milliards, ce sont des déchets actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment recycler les plastiques. Et en fait, sur les 8 milliards, il n'y en a que 2 milliards qu'on utilise et il y en a 6 milliards qui sont des déchets qui ont été soit dans des décharges, soit jetés dans la mer, etc. Et dans ce siècle toxique, ce qu'on peut noter, c'est vraiment la faiblesse des régulations. C'est-à-dire que les régulations, le principe pollueur-payeur, le principe du progrès technologique, c'est-à-dire le marché et la technologie qui avancent ensemble, c'est vraiment, ça n'a pas changé ça par rapport au 19e siècle. On est toujours dans le même moule. Donc il y a une incapacité régulatrice, malgré de nombreuses contestations, surtout à partir des années 60 et 70. Donc ici une photo de manifestation contre la pollution automobile, aussi des nombreux films qui ont eu lieu, qui ont été réalisés dans ces années 60 et 70 contre la pollution.
d'un rejet de la société de consommation aussi. On est dans une période politique qui remet en cause la société de consommation. Ce sont les années 68. Ici, un film, Smog, je crois qu'on peut en voir quelques extraits sur YouTube, 1973, un film allemand qui imagine une société irrespirable, en fait, où les gens ne peuvent vivre qu'avec des masques à gaz. Une des raisons de cette incapacité régulatrice, c'est l'agnotologie. Alors l'agnotologie, c'est un mot qui n'est pas tellement diffusé, qui n'est pas tellement connu, mais l'agnotologie, c'est la science de l'ignorance. Comment on construit l'ignorance dans la société? En fait, comment on construit le doute ou l'ignorance sur des produits toxiques? Et des historiens, et pas que des historiens, se sont penchés à la façon dont les entreprises et aussi des corps d'État ont dénié à certains produits d'être toxiques. Prenons le cas de l'amiante, par exemple. En 1950, et même avant, parce qu'en 1906, il y a déjà des rapports qui montrent que l'amiante est dangereuse pour la santé. Mais en 1950, c'est clairement établi, c'est-à-dire qu'il y a un cancer de l'amiante, un mésothéliome, qui est clairement identifié comme causé par l'amiante. Il ne peut pas être causé par autre chose, en fait. Et il a été mis en valeur, notamment dans des mines d'amiante en Afrique du Sud. C'est-à-dire que là, on a des articles de médecins dans des revues internationales qui sont tout à fait publiés et connus. Et pourtant, 1950, on est là. Ce qui fait que la production d'amiante, même après ces premiers rapports médicaux qui étaient irrévocables, la production d'amiante a augmenté. Et même de nos jours, l'amiante a été interdit en France, mais il y a beaucoup de pays qui en produisent encore. C'est-à-dire que vous voyez la courbe, on produit encore beaucoup d'amiante dans le monde, ce n'est pas interdit en Asie, dans la plupart des pays d'Asie, etc. Donc on sait que l'amiante est dangereux, mais on continue à produire. Alors pourquoi Parce qu'il y a une forme de fabrique de l'ignorance qui est réalisée par les entreprises, qui créent des bureaux d'expertise, qui vont aller chercher des scientifiques des universités, etc., pour produire des rapports qui ne disent pas forcément que l'amiante, ça n'a aucune incidence sur la santé, mais qui disent que à faible dose ou pour une durée d'exposition modérée, ce n'est pas dangereux. Et un des exemples très typiques de cette démarche, c'est les industries du tabac, qui, en disant qu'ils allaient fabriquer des cigarettes light, ou en disant qu'il y avait des centenaires qui avaient fumé toute leur vie, ou en disant qu'en fumant quelques cigarettes de temps en temps, ce n'était pas très grave, ils ont permis en fait à l'industrie du tabac de se développer, parfois en mentant et en falsifiant aussi les documents. Et vous savez que peut-être dans les années 2004-2005, les plus gros industriels du tabac aux États-Unis ont été condamnés parce qu'il a été démontré qu'ils avaient menti, qu'ils avaient caché les preuves et qu'ils avaient produit des faux rapports, y compris par des bureaux d'expertise soi-disant indépendants. Et pour l'amiante, c'est la même chose. Pour les peintures au plomb, on peut trouver de nombreux exemples. Ou pour le dérèglement climatique, on a encore des scientifiques qui le nient. Et il a été démontré que certains scientifiques étaient payés par l'industrie du pétrole, par exemple. Et enfin, je vais bientôt terminer, mais un autre aspect qui est toujours dans la logique des anciens, c'est la logique du front pionnier, c'est-à-dire qu'on met à distance les établissements polluants. On les met à distance parfois dans des zones non habitées. Par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de mines au XXe siècle qui sont extrêmement polluantes. On a beaucoup parlé des mines de cuivre, mais les mines de cuivre, c'est vraiment un métal très très polluant. Donc beaucoup d'industriels des mines de cuivre qui vont finalement exploiter des gisements dans des zones un peu inhabitées, ici comme dans le Montana, et qui vont détruire l'environnement tout autour, mais par un jeu d'indemnisation ou d'expropriation, etc., vont se créer une bulle de production éloignée de toute zone habitée. C'est ce qu'on peut appeler aussi les fronts pionniers, qui là allient aussi la question technique, puisqu'on fait appel à des technologies de moins en moins polluantes individuellement, et puis des très hautes cheminées. Ici, par exemple, à Washoe, dans le Montana, on a une cheminée qui fait 150 mètres de haut, avec des collecteurs, en fait une cheminée unique qui collecte toutes les fumées de l'entreprise. Voilà, je termine juste en disant que les années 70, c'est un peu le terme de notre étude. Vous vous souvenez du pic du mot pollution, donc ce sont des années où il y a la naissance de l'écologie politique qui apparaît, en tout cas formalisée telle qu'elle, avec les premiers partis verts qui sont créés, aussi des mouvements intellectuels qui s'occupent plus de l'environnement.
les questions purement scientifiques commencent à percoler dans l'opinion publique. Tout le monde commence à se sentir un peu concerné. Là, vous avez par exemple la série des Barbapapa que vous devez connaître, soit en bande dessinée, soit en dessin animé télé, qui était une série de fables un peu écologistes, et notamment qui était très préoccupée de la question des pollutions. Les années 70, c'est donc aussi la naissance donc, de mouvements environnementalistes qui critiquaient le monde technologique et industriel dans lequel on vivait. Alors ce qui est très étonnant, c'est que c'est un moment de foisonnement qui semble avoir duré que quelques années et qui est retombé ensuite dans les années 80. Les années 80, c'est Reagan, Thatcher, le néolibéralisme, un nouvel ordre économique mondial qui apparaît, la mondialisation. Mais c'est une mondialisation qui ne fait pas baisser les pollutions globalement, elle les met à distance, c'est-à-dire que sans doute, peut-être, c'est difficile à dire qu'en Europe, c'est peut-être moins pollué qu'il y a 50 ans, mais il y a surtout moins d'industrie, mais on consomme encore plus qu'avant. Et ces consommations, elles sont bien produites quelque part. Et vous savez que la plupart de nos produits, les produits qu'on consomme, viennent d'Asie et de Chine. Alors, épilogue, deux, trois remarques pour conclure. Je partirai de cette image de l'oiseau de plastique qui est pas une reconstitution artistique. C'est un photographe qui faisait un reportage sur les îles Midway, en plein milieu de l'océan Pacifique, une petite île inhabitée. Et ce qu'il a découvert, c'est que beaucoup d'albatros étaient morts sur cette île. Et la décomposition des albatros, en fait, sur la Terre, une fois que toutes les chairs étaient parties, montrait qu'ils avaient ingéré du plastique. Dans les années 1900, je crois que c'est en 1997, il y a des scientifiques qui mettent en valeur l'océan de plastique. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a plusieurs océans de plastique. Soit en microparticules, soit en déchets plus. Et la mer est devenue vraiment un dépotoir qu'il est très très compliqué de nettoyer. Une autre petite chose, c'est la recrudescence de nos consommations et donc des productions, que ce soit les terres rares. Là, on a ici la production des terres rares avec l'omniprésence de la Chine depuis une vingtaine d'années. Le parc automobile qui continue à croître de façon dramatique, puisque ici nous sommes en 1990, donc on est ici en 1970, vous voyez l'extension du parc automobile. 1 milliard de voitures aujourd'hui circulent dans le monde. Et donc là, il y a une extension plus importante. Alors en Inde, en Chine, les foyers s'équipent pour peut-être atteindre un niveau équivalent à nous un jour. Ça serait dramatique pour la planète, mais c'est l'évolution. Le gaz de schiste, vous voyez ici l'augmentation de la production. Ici, on est en 2000, donc qui se surajoute au pétrole conventionnel, au charbon qui continue d'augmenter. Et puis un autre exemple, c'est celui des équipements depuis 1970 du parc nucléaire français, avec toutes les tranches qui ont été construites en fait au fil des années, 1970 ici, 2000 ici. Donc on est dans un équipement finalement nucléaire en France qui est quand même assez récent. Ça date même aux États-Unis ou en URSS, ça date des années 70. Deux choses pour terminer. Durant toute cette histoire, la pollution peut être connectée assez facilement aux inégalités sociales. C'est-à-dire que les inégalités environnementales et les inégalités sociales sont généralement liées. Alors ça se joue à plein d'échelles. Ça peut se jouer à l'échelle de la localité, à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la région, à l'échelle d'un pays et à l'échelle du monde. Ici, vous avez par exemple, un résumé des flux de commerce de déchets. Des déchets qui sont produits essentiellement dans les pays développés, qui consomment beaucoup et qui font l'objet d'un commerce légal ou illégal vers les pays sous-développés. Donc vous voyez qu'on a des flux qui vont des États-Unis, de l'Europe, du Japon et de l'Australie vers la Chine, l'Inde, l'Afrique, pour aller vite, ou l'Amérique latine. Et donc on a intitulé notre dernier chapitre, qui est un épilogue et qui est une réflexion sur le monde contemporain, la course à l'abîme, et on aime l'illustrer de cette photo d'un artiste contemporain, puisque c'est une photo de 2016. Enfin, c'est à la fois une photographe plus un street arter qui a, ça nous semble bien symboliser cette question des pollutions, qui a mis en place donc cette peinture,
une peinture qui reprend une peinture de Matisse, qui s'appelle Danson. Une peinture de Matisse qui est exposée à Saint-Pétersbourg, devant en fait un des sites les plus pollués du Kazakhstan, à la fois industrie chimique et industrie pétrochimique. Voilà, je vous remercie.